Bonjour à tous et à toutes. Donc la présentation de cette partie-là du travail de respect concernait effectivement les aspects d'évaluation de la biodiversité et des fonctions finalement des agro-systémiques du point de vue des exploitations agricoles. Euh, hop, voilà. Donc moi je suis en charge des projets d'agroforesterie, paysage et biodiversité au sein de l'activité biodiversité de Solagro. Donc, je travaille avec des collègues, notamment Caroline Gibert aussi qui a participé un petit peu au projet, Maxime Oncan aussi, qui on travaille notamment sur le développement d'outils, de sites internet concernant les pratiques agroécologiques, le site OSAE, et également le lien entre auxiliaires, ravageurs et culture sur le site RBA. L'objectif, j'en parlerai à la fin, c'est de mettre je dirais, à disposition des agriculteurs des pratiques, des savoirs et de leur permettre d'échanger, notamment sur le site OSAE, via d'autres différents supports, que ce soit des vidéos, que ce soit des fiches techniques, des fiches de synthèse. L'action 2.1, elle s'appelle 2.1 dans le projet, l'action sur la biodiversité, elle visait notamment pour objectif d'étudier des méthodes et descripteurs de la biodiversité et de façon à, je dirais, à appréhender des points de levier et de frein à la mise en œuvre des modalités de gestion durable ou favorables à la biodiversité et aux services écosystémiques associés à la biodiversité. Et différents, je dirais, en tenant compte des agrosystèmes. Alors, nous, sur notre territoire, on a proposé on n'est pas basé dans le Grand Ouest et on a proposé de travailler avec des agriculteurs du secteur, du territoire du Sud-Ouest, donc des agriculteurs qui sont sur le territoire de Tarn-et-Garonne, qui participent d'un GI2E. Qui s'appelle Comaco, l'acronyme, ça veut dire comprendre, analyser, corriger. C'est un groupe d'agriculteurs qui est impliqué notamment dans les pratiques de conservation des sols. Ils sont sur un territoire au nord de Toulouse, en paysage qu'on appelle le pays du Quercy, on reviendrait dessus. Et l'objectif, c'était la proposition, c'était de travailler avec eux sur des diagnostics de connaissances sur des services rendus par les haies et d'évaluer de quelle manière ils appréhendent ces questions et comment est-ce qu'on peut, je dirais, faire le lien entre la pratique de gestion et les services induits. Et il s'agit aussi de travailler sur un porter à connaissance au travers de différentes formats de présentation des indicateurs de gestion durable ou favorables, en tout cas plus précisément à la biodiversité, et de recueillir aussi des perceptions sur ces connaissances au regard de leur savoir empirique, mais aussi au regard de leurs pratiques actuelles et de leur savoir-faire, de leur savoir technique. Euh, C'est basé pour ça sur des travaux d'enquête. Donc, c'est un petit groupe d'exploitants qui est basé, donc, vous voyez, en bordure de Garonne et plus précisément de la vallée du Tarn, ici dans le secteur donc du pays de Quercy. Vous voyez sur le paysage, on est dans le sud-ouest, au cœur du sud-ouest, un paysage de coteaux étirés avec des espaces assez forestiers. Et qui sont d'ailleurs support de zonage de SNIEF et de réserves biologiques, mais qui sont principalement sur des zones de coteaux. Et puis après, ces coteaux étirés, ces coteaux du Quercy sont, je dirais, euh, euh, parcourus par des plaines, donc sur des petites vallées qui sont affluentes au Tarn et à la Garonne. Donc c'est un paysage très diversifié en termes de production agricole. Anciennement, c'est un paysage polyculture élevage, mais qui avait aussi une tradition de production fruitière, notamment de pêche, et aussi de production de forme de vigne, le fameux raisin de Moissac, donc un raisin de table.
Donc, c'est un paysage assez mosaïque, dans lequel les haies ont une place, mais finalement un petit peu qui ont régressé du fait de la spécialisation finalement de ce paysage. Ce qui était intéressant, c'est que ce sont comme des petites exploitations. La moyenne des exploitations fait 40 hectares et elles ont en général 2 ou 3 ateliers, grande culture, un atelier production fruitière et pour certains, soit maraîchage, soit arboriculture. L'action a permis, je dirais, de partir d'un diagnostic de biodiversité globale des fermes. Donc cette entrée exploitation était importante pour bien comprendre leur système de production et puis pour les amener à travailler sur les questions de biodiversité au regard de l'ensemble des composantes, que ce soit les pratiques de gestion, des pratiques agricoles et aussi les pratiques de gestion des infrastructures écologiques. C'est un groupe qui est très concerné par les questions de conservation des sols, donc sur notamment les aspects fertilité du sol. On est sur un territoire de coteaux avec des risques d'érosion. Et ils travaillent aussi ils étaient intéressés par les questions de donc, maintien de la fertilité et résilience par rapport je dirais, aux effets climatiques et aussi par rapport à un système d'autonomie et d'économie en intrants. Donc sur ce territoire, on a pu mener un descriptif des haies sur l'ensemble des fermes. C'est un réseau de 7 fermes. Ici, vous voyez leurs parcellaires, les couleurs correspondent à des exploitations différentes. Elles sont souvent disjointes, ce qui pose des problématiques effectivement dès qu'on approche les questions paysagères. Mais certaines sont relativement groupées, donc ce qui a permis quand même d'avoir des effets locaux et de coordination entre agriculteurs. Et l'objectif, c'était aussi de recueillir des modes de gestion actuels des haies et puis éventuellement envisager les évolutions. Alors, quand on parle des infrastructures écologiques, notamment aux agriculteurs, c'est aussi leur faire rappeler, souligner l'importance des habitats semi-naturels, tout type d'habitat semi-naturel hein, confondu. Donc, outre les haies, il y a bien sûr aussi tout ce qui est espace toujours en herbe, des prairies naturelles. On a sur ce territoire-là du pays du Quercy aussi beaucoup de zones de friches, de landes, qui sont attenantes à des bois, qui sont aussi des supports importants pour la biodiversité, comme vous avez vu sur quelques illustrations. Et donc, c'est de montrer que ces espaces semi-naturels hébergent une grande partie de la biodiversité, alors, que ce soit au niveau des plantes. Hein, ici, vous avez 2 tiers des plantes qui sont. Donc, les travaux qui ont été menés dans le Gers sont juste proche un panel de 16 exploitations agricoles, avec notamment l'INRAE de Toulouse et l'école d'agronomie de Toulouse. Et on a une portion assez réduite finalement d'exploitations qui sont, enfin de plantes qui sont sur les cultures. On retrouve les mêmes corrélations avec répartition sur les araignées, les arachnidés, où les 3 quarts sont présents en lien avec les habitats semi-naturels. Et aussi, ne pas oublier la partie qui est commune, c'est-à-dire les espèces qui se retrouvent sur les habitats semi-naturels et sur les espaces cultivés, que ce soit notamment les grandes cultures ou les productions spéciales comme vergers ou vignes. On a donc l'ensemble de ces éléments qui montrent l'intérêt des habitats et des relations aussi trophiques entre ces espaces. On peut dire que ces habitats subnaturels sont des zones de colonisation et permettent la colonisation des parcelles, mais aussi les parcelles sont aussi, à certains moments de la saison, des endroits importants pour que les insectes ou les plantes bouclent leur cycle alimentaire ou leur cycle de vie. Quand on parle de biodiversité, du point de vue de l'agriculture, notamment pour ceux qui travaillent en agriculture durable ou proche de nature, c'est travailler sur les approches de questions de biodiversité fonctionnelle. Alors, on parle d'organismes vivants utiles, hein, tous les organismes sont utiles, mais ils ont une utilité particulière du point de vue des agriculteurs. Et ces organismes vivants, ils ont des fonctions, notamment, ils interviennent notamment en termes de régulation des bioagresseurs. Hein, donc, tous les ravageurs ont des ennemis naturels qui sont soit prédateurs, comme des coccinelles, les cirfes, les carabes, ou des parasitoïdes, comme des guêpes parasitoïdes ou des insectes parasitoïdes, donc qui pondent à l'intérieur ou qui parasitent donc les ravageurs de culture. Il peut y avoir des nématodes, des virus, les champignons qui sont aussi des ennemis naturels de nos ravageurs de culture.
Le deuxième grand type de fonction, c'est autour de la pollinisation, qui est assurée par les plantes sauvages notamment, de bordure de parcelles et l'ensemble des habitats naturels. Et les questions de fertilité, qui étaient aussi des éléments importants donc, pour ce groupe d'agriculteurs engagés en conversion des sols. Pour les aspects pollinisation, il y a un lien direct qui est mis en évidence dans plusieurs études. Nous, on a travaillé sur un projet qui s'appelle KESA et qui a rappelé, qui a permis de mettre en évidence que, mais comme bien d'autres études, que la part des habitations naturelles favorise les visites de bourdons sur les fleurs, hein, que ce soit les fleurs compagnes des céréales ou en grande culture, les plantes messicoles, que ce soit les plantes qui sont en bordure des habitats, en bordure de champs, bandes fleuries, bandes enherbées, mais aussi les ourlets de haies. Et également sur les dépôts de pollen qu'on peut observer donc une corrélation assez forte entre la part d'habitat naturel à proximité de la parcelle et la présence de pollen donc dans ces habitats. La valeur écologique des haies, souvent elle est présentée au regard de sa grande diversité d'espèces. Hein. On estime qu'il y a plus de 10 000 espèces animales qui habitent dans les haies, hein, et plusieurs centaines d'espèces végétales au niveau européen. Et chaque haie peut comporter au moins une centaine d'espèces végétales et plusieurs centaines d'insectes ou différents, je dirais, différentes faunes, microphones ou macrophones. On peut rappeler aussi que donc ça a été montré dans beaucoup de travaux et c'est vrai que certains arbustes sont particulièrement attractifs. On peut par exemple souligner que par exemple le sureau noir, c'est une espèce qui peut nourrir, enfin 62 espèces d'oiseaux ont été identifiées comme pouvant se nourrir des sureaux noirs. Les 54 espèces de chenilles qui sont présentes qui ont pu être recensées sur des feuilles d'aubépine. Donc, on a montré qu'il y a une forte attractivité à certaines plantes, mais que globalement, c'est l'ensemble du cortège qui se crée. Ce qui est important, c'est la diversité des habitats créés par les haies, et notamment les haies anciennes, avec notamment des fonctions de structurantes qui se rapprochent des habitats forestiers ou semi-forestiers par l'effet lisière forestière des haies. Donc, chaque espèce ou groupe d'espèces ayant un intérêt particulier à certains moments de la saison sur les haies et qui peut servir du coup soit de couloir de déplacement, soit de zone de refuge, soit de zone d'hivernage, voire d'alimentation, que ce soit dans les strates arborescentes ou arbustives, soit dans le pied des haies. Sur les aspects un peu de buissons qui attirent de nombreux oiseaux et insectes, mais aussi la complémentarité entre ces micro-habitats qui finalement fait la valeur écologique des haies. Et donc plus les haies seront cette complexité et plus, je dirais, l'intérêt de la valeur biologique des haies sera intéressant. La question qui se pose, c'est le lien avec la régulation biologique. Et on montrait que sur de nombreux, je dirais, ravageurs de culture, hein, les principaux, ont leurs prédateurs ou leurs parasites qui sont en lien, qui ont besoin de la haie. On peut notamment indiquer que la haie permet de développement et favorise des auxiliaires, de nombreux auxiliaires de culture. Et c'est généralement les haies qui ont des réservoirs d'auxiliaires très importants, surtout la proximité par rapport aux parcelles, ils font qu'ils ont une interface directe. Alors, ce ne sont pas les seuls, hein, c'est important aussi que ces éléments-là soient connectés à d'autres types d'infrastructures agroécologiques, parce que c'est aussi à l'échelle du paysage la diversité des habitats qui favorise, je dirais, ces fonctionnements et ces complexifications de chaînes trophiques. Donc, ceux qui sont souvent emblématiques et qui ont effectivement une grande efficacité au niveau des prédateurs de ravageurs de culture, ce sont les carabes et les cirfes. Les cirfes qui sont aussi pollinisateurs au stade adulte. Vous le voyez sur la petite image à droite. Mais au stade larvaire, ils sont très consommateurs, au même titre que les coccinelles, de pucerons notamment. Donc, ce sont un des facteurs, un des éléments les plus favorables aussi en tout cas à la limitation des pucerons et donc aussi à pouvoir envisager des réductions d'utilisation de produits phytosanitaires, qui est aussi un des enjeux forts en agriculture. C'est ce lien entre pratique agricole et maintien de la biodiversité, ou comment favoriser
les habitats semi-naturels et de façon à optimiser la lutte biologique par conservation et donc prévenir ou réduire au minimum le recours à des produits phytosanitaires. On a pu mettre en évidence, notamment avec des groupes d'agriculteurs, que ce soit en Ariège, qui ont travaillé sur l'effet et l'intérêt des haies sur les arthropodes du sol, notamment l'effet des ombrages qu'il peut avoir, donc qui crée des ambiances très favorables, que ce soit à l'intérieur du verger, donc sous la ligne de plantation des arbres, mais aussi grâce à l'implantation de haies. Alors, ce qui est important, c'est de choisir des haies qui n'ont pas d'impact négatif sur les cultures, donc ne pas favoriser les mêmes familles de plantes qui sont présentes dans le verger, donc éviter, par exemple, les plantations de rosacées dans les vergers de pommiers, par exemple, ou de poiriers. Mais c'est aussi choisir d'espèces qui sont des ressources sur une plus grande partie de l'année au bénéfice des, je dirais des auxiliaires, notamment je dirais par exemple le cas du psylle du poirier, qui est un ravageur important. Des travaux menés en verger expérimental ont montré que la distribution des prédateurs est très corrélée au fait qu'il n'y ait pas d'effet lisière en proximité du verger. Et donc, ce qui est important, c'est cette proximité du réseau de haies et aussi une diversité de composition de la flore pour avoir un maximum que ce soit au niveau du ourlet, mais aussi au niveau des arbustes, pour avoir un maximum de chaînes trophiques qui s'installent et qui favorisent la régulation de ces ravageurs. Alors, les carabidés sont souvent sont bien connus et présentent un fort intérêt agroécologique et ils sont souvent utilisés je dirais, euh, pour- comme plante, enfin comme animal indicateur des habitats herbacés ou aussi ou des habitats semi-forestiers ou forestiers à proximité des. On peut souligner à ce niveau-là que dans le protocole de l'Observatoire de l'agriculture biologique, enfin l'agriculture de la biodiversité, c'est le protocole qu'on a proposé de travailler avec les agriculteurs, c'était d'étudier un observatoire d'auxiliaires sur les fermes comme une communauté d'étudiés, ce sont les arthropodes carabidés, avec un travail qu'on a mené sur ces fermes-là, sur 16 haies, en privilégiant les haies de type de haies, les haies de taillis et les taillis sous-futés, et deux types de largeur d'ourlet au vu des haies qu'on avait identifiées. On avait des haies globalement avec des largeurs d'ourlet assez étroites, et on a préconisé sélectionner des haies qui soient soit avec un ourlet très tenu, très fin, moins de 50 cm, soit des ourlets un peu plus larges, mais sans qu'ils soient vraiment les plus optimums en termes de biodiversité, mais des ourlets qui faisaient entre 1 et 2 mètres. On a posé des lignes de piège par haie, donc une au pied et une au pied de la haie et puis en bordure de la limite de l'ourlet. Et on a fait des périodes d'une semaine au printemps, donc de relevés. Donc c'est un travail qu'on a mené avec un stagiaire Hugo Salmon, qui était à l'université en Master 1, l'université de Rennes. L'objectif, c'était d'évaluer si les haies sont favorables à l'accueil de carabidés dans notre territoire, le territoire du Quercy, et vérifier si les continuités et parcelles permettent d'accueillir des communautés carabiques en fonction, je dirais, des éléments qui sont à proximité, que ce soit culture, soit les prairies, et de vérifier si l'état actuel des haies permettait donc de favoriser certains carabes, notamment et surtout les carabes forestiers qui sont les plus exigeants en termes d'habitat, puisqu'ils demandent des haies assez complètes, assez fournies, qui ressemblent à des lisières forestières. Ce dispositif d'observation constitue un support d'échange avec les agriculteurs sur les services de régulation rendus par les haies, aussi l'impact sur les modes de gestion. Alors, l'observation des fermes qu'on a pu faire, c'est-à-dire on a recensé l'ensemble des haies, on a 152 haies sur les 7 fermes étudiées. Alors, une grande variété, mais on a principaux deux types un grand type de haies dominant, c'était le taillis sous-futé,
et aussi le taillis simple, ce sont des haies plutôt arbustives, moyenne hauteur. On est dans un paysage coteau assez sec, avec des effets climatiques, je dirais, de déficit hydrique estival, qui fait qu'on a beaucoup de haies pas très fournies, en tout cas pas très hautes, et pas très arborescentes, plus les pratiques de gestion qui aussi ne concourent pas à l'épaississement de ces haies. Donc on voit que la largeur des houppiers globalement est assez faible. On a une médiane qui se situe autour de 1 mètre, 1,50 m, et que surtout des largeurs de houppiers qui sont elles aussi très minimes, c'est-à-dire on a 4 mètres de frondaison d'arbres au niveau de la canopée, ce qui est aussi des limites un petit peu de structure en termes de bocage et d'effets forestiers, mais c'est assez révélateur des haies qu'on a quand même globalement dans nos plaines et nos coteaux du sud-ouest de paysage aquitain. On a aussi à noter que l'embase des haies est assez est peu importante, puisqu'elle se situe autour d'un mètre 50. Donc c'est vraiment la partie arbustive, au pied de la haie qui est relativement minime. Ce qui est très important aussi de ce paysage-là, c'est qu'ils sont globalement assez peu connectés à d'autres éléments, déjà entre elles, mais aussi entre des autres éléments infrastructures agroécologiques. Il y a beaucoup de ruptures. Il y a seulement un quart des haies qui sont connectés soit à une autre infrastructure, soit à deux infrastructures agroécologiques. Ça peut être soit un fossé, soit une bande herbeuse, soit une autre haie, ou alors un bois. Globalement, les tailles sont faites de manière pluriannuelle, généralement tous les 2 ou 3 ans, mais on a quand même un tiers des haies qui est à peu près taillé tous les ans. Donc ce paysage un peu caractéristique de nos paysages de grande culture du sud-ouest, on a pardon, on a sélectionné donc parmi ces deux configurations, donc que je vous ai dit tout à l'heure, les taillis et les taillis sous-futés. Ces largeurs de relais se retrouvent à peu près dans la même, je dirais, avec deux grands types de largeur, moins de 50 cm et entre 1 et 2 mètres, parce qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de haies qui avaient plus que 2 mètres de large, de relais. Et les largeurs de houppiers qu'on avait du coup sur ces haies-là sont aussi proches de celles qu'on avait dans le paysage. Donc, et les connexions sont légèrement plus connectées, mais globalement, il y a quand même la moitié des haies qui est étudiée qui n'était pas connectée. Donc, c'est aussi assez ressemblant, en tout cas caractéristique du paysage qu'on observe. Euh, le- Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder la liste des carabinés, même si c'est qu'une liste, donc ce qui était ça permet d'avoir, je dirais, une vision. On a quand même recensé 16 espèces de carabidés sur la campagne de mesure, donc 350 individus capturés, piégés dans des pots barbeurs. Ces individus sont principalement des individus qui sont caractéristiques des milieux ouverts. C'est peu étonnant, vu le paysage finalement de semi-bocage, parce qu'on a une densité de haies qui est autour de 40 mètres ou 50 mètres de haies par hectare, donc c'est quand même assez faible. Mais malgré le fait qu'on a des boisements, on n'a pas tellement retrouvé de carabidés forestiers. On a seulement à peu près 15% de carabidés qui sont forestiers, notamment Carabus auratus, et qui est le plus présent parmi les forestiers. Et aussi Acinonymus dorsalis, qui est aussi qui est forestier, qui est lisière forestière en fait, on va dire, qui est assez présent. Donc, ce sont des carabes qui au final sont quand même de petite taille, et qui sont relativement mobiles finalement dans les habitats. Ils sont tous globalement prédateurs, donc ils ont un intérêt, je dirais, pour la régulation du point de vue nos échanges avec les exploitants, c'est de montrer l'intérêt de les préserver, en tout cas de les favoriser de façon à ce qu'ils puissent coloniser les parcelles adjacentes, notamment en grande culture. C'est euh, Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que finalement, il n'y a pas de diversité, de richesse spécifique particulière selon les deux types de haies qu'on a proposés, et aussi sont assez proches de la diversité spécifique et de la richesse qu'on a dans les bandes enherbées.
d'après les tests qu'on a pu réaliser. On voit aussi qu'il y a peu d'impact du mode de taille, c'est-à-dire que ce sont les tailles qui soient faites soit les pareuses, soit des gestions plus libres. En fait, on a peu d'incidence. Ça, c'est lié au fait que certainement que même si les tailles tous les 2 ans, voire les tailles annuelles sont défavorables, on a finalement des haies qui sont relativement étroites, peu denses, avec des discontinuités, et donc qui ne favorisent pas forcément la venue des auxiliaires dans les haies libres, même y compris dans les haies libres. Et la largeur du haut-pied, on a finalement des largeurs de haut-pied, par exemple des largeurs au pied des arbres qui est finalement assez brève, assez courte, de l'ordre entre 1 et 2 mètres, qui ne favorisent pas non plus les habitats semi-forestiers ou forestiers, et donc qui ne permettent pas la complexité par rapport à des bandes enherbées seules. Par contre, ce qu'on a pu montrer, ce qui est un peu paradoxal, c'est que la diversité et la richesse spécifique des carabidés est supérieure dans les ourlets est inférieure dans les ourlets de 1 à 2 mètres par rapport aux ourlets de moins de 50 cm. Donc, c'est vrai qu'on a plus de carabidés, si je fais une erreur sur la diapositive, pardon, on a plus de carabidés dans les ourlets étroits. Mais avec des faibles amplitudes, hein, donc on a peu de haies aussi, hein, c'est un résultat qui sont assez, discutables ou peu significatifs, mais en tous les cas, on montre qu'il n'y a pas d'effet de lisière. Donc, ce qui est un discours et une discussion avec les agriculteurs, c'est de dire il y a l'élargissement des bandes des ourlets est intéressante, mais au-delà de largeur de 2 mètres. Donc, c'est aussi des travaux qui ont pu être mis en évidence, hein, dans d'autres territoires, notamment sur le bassin du Léguer, où il y a une grosse étude, une grande étude de production de données sur la biodiversité des haies, notamment sur les carabidés forestiers, qui ont montré que c'est vraiment les ourlets larges de plus de 4 mètres qui sont vraiment intéressants, en tout cas efficaces par rapport à la biodiversité et significativement par rapport à ceux de moins de 2 mètres. Alors, sur l'approche paysagère, parce que ce qui est intéressant dans le réseau d'agriculteurs, c'était au-delà de l'approche et c'était de voir un petit peu comment se situaient nos haies d'études, mais aussi globalement l'ensemble des exploitations dans leur contexte paysager. Alors ici, on présente juste les points de piégeage, hein, donc nos fameuses 16 haies étudiées. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils se raccrochent au réservoir de réservoir de biodiversité que constitue d'une part en vert foncé, vous voyez les forêts, donc sont mobilisés là avec la BD topo de l'IGN, donc la couche forêt. Et en vert, ce sont les parcelles, vert clair, ce sont les parcelles qui sont les prairies naturelles ou les habitats semi-naturels type surface pastorale de coteaux, hein. On a des friches herbeuses, mais qui peuvent être pâturées occasionnellement. Donc, ça permet de montrer, je dirais, l'intérêt de ces habitats et de la disposition. Et donc, on voit déjà qu'on a 2 grands secteurs beaucoup plus présents où ces continuités sont un peu plus, ces poules de biodiversité sont plus denses sur la partie est, donc sur les endroits où les coteaux sont un peu plus marqués. Et plus on se rapproche du Tarn et de la Garonne, donc vers l'ouest, c'est plus l'agriculture a simplifié ces paysages. On a de moins en moins notamment les surfaces de prairies de bois. Alors, si on applique je dirais des zones tampons qui sont des secteurs d'influence de ces habitats, de ces réservoirs de biodiversité, notamment des zones qui peuvent être favorables aux carabes forestiers dans des emprises d'une quelques dizaines de mètres, hein, parce que l'ensemble des travaux depuis plusieurs décennies, donc il y a quand même beaucoup de travaux qui ont montré que les carabes pouvaient se déplacer à une certaine distance des habitats forestiers ou des habitats naturels pour coloniser les parcelles. Et donc, on a des secteurs qui peuvent être plus ou moins favorables, plus on s'éloigne, et moins c'est favorable aux carabes. Mais c'est surtout intéressant, c'est de voir aussi les zones d'influence de la flore forestière qui est associée aux effets lisières, soit de haies, soit de forêts, soit des habitats prairiaux. Et si on le raccroche avec les haies qui ont été identifiées, inventoriées sur notre territoire, on peut identifier 2 types de haies, les haies qui sont reliées aux habitats forestiers, donc qui sont les forêts puis les zones favorables à la flore forestière, et puis les haies qui sont en bleu, qui sont les haies qui sont non reliées. Et en positionnant nos
piégeage, on peut voir des situations très différentes. Donc, si on zoome sur l'image de gauche, on voit des haies de piégeage en rouge ici qui sont situées beaucoup sur des haies discontinues par rapport et éloignées de ces habitats de réservoirs de biodiversité, même s'ils sont en proximité. Donc, on a quand même des espaces qui sont être ici assez intéressants dans des perspectives de reconnexion, puisqu'on est entouré d'espaces de type forestier ou prairiaux naturels. Par contre, sur d'autres secteurs ici, on a des haies qui étaient étudiées, qui étaient plus éloignées, en tout cas pas avec des connexions, des habitats eux-mêmes qui étaient déconnectés d'autres, des habitats forestiers qui étaient déconnectés d'autres habitats. À contrario, sur le secteur qui était plus à l'aise, dans les coteaux un peu plus marqués, où on avait nos pieds de piégeage qui étaient vraiment dans les zones de corridors de biodiversité. Donc, ce qu'on a essayé de regarder, c'était quels étaient les résultats quand on croisait ces habitats. Et si on regardait les haies qui étaient connectées, on a dans nos relevés, par rapport aux haies qui n'étaient pas connectées à ces habitats de réservoirs de biodiversité, ceux qui étaient à proximité ou à l'intérieur étaient un peu plus de carabes. Alors pas de manière trop marquée, mais à peu près 30% quand même de plus, ce qui est quand même un petit peu significatif. Et ça, c'est quel que soit le type de gestion, finalement, l'impact n'est pas. Donc, ça montre que dans les qui sont finalement relativement peu favorables à leur structure, on a un enjeu d'avoir des haies qui sont connectées, donc favoriser la colonisation des carabes, notamment par la connexion. C'est un enjeu premier et qui peut s'accompagner, bien sûr, qui doit s'accompagner après d'évolution des pratiques de gestion. De même, pour les carabes de grande taille, on a aussi observé, donc qui sont souvent, c'était ceux qui étaient présents, notamment dans les habitats forestiers, ils sont aussi un peu plus présents, aussi de l'ordre de à peu près 50% de plus. Et en moyenne le double, plus du double, donc dans les haies connectées par rapport aux haies non connectées. Donc il y a un effet connexion qui est plus marqué. Donc ça, c'était important aussi de faire prendre conscience aux agriculteurs que ces effets de connexion sont très importants dans leur paysage et qu'il il est important de favoriser ces milieux, de ne pas bien sûr détruire les haies, ne pas les araser, de favoriser les connexions, donc éviter les discontinuités à l'haies, et puis s'il y a besoin de reconnecter ces habitats. Alors, ça peut être des colonisations par des, mais aussi des bandes enherbées. Le long de fossé, par exemple, ont été aussi été intéressantes parce qu'on avait vu que nous, on avait des haies, on avait plusieurs haies qui étaient riches en carabes, qui étaient simplement connectées par des bandes herbeuses en bord de fossé, donc dans le cadre des bandes tampons. Donc, elles avaient un effet intéressant et important. Donc, c'était aussi de montrer qu'il y avait les pratiques agricoles et les pouvaient être orientés sur différents modes d'organisation spatiale. Et c'est cette diversité d'ailleurs d'habitat qui est importante à l'échelle des paysages. Alors, les recommandations qu'on a pu traduire auprès des agriculteurs, c'est des recommandations qui sont déjà présentes dans beaucoup de travaux. Hein. Ce qui est important, c'est notamment dans les plans de gestion des haies, sont largement reprises et sont structurantes des diagnostics menés portés par la FAC Agroforesterie en partenariat à l'OFB sur le plan de gestion. Et le label E, ce sont les recommandations de stratification. Ce sont des éléments très importants, la stratification des haies, que ce soit la continuité verticale, hein, notamment pour de nombreux insectes et pour les oiseaux également. C'est d'avoir des connexions entre les différents étages de la haie, depuis la strate basse de moins de 30 cm jusqu'à des strates élevées, 3, 4 ou 5 mètres, voire au-delà de 7 mètres dans les haies qui sont arborescentes élevées. Et aussi d'avoir ça permet de favoriser la flore et la faune associées, notamment par des phénomènes d'ombrage, hein, donc qui complexifient ces habitats. Ce qui est important, c'est la largeur aussi, la largeur totale de la haie, la largeur du houppier en hauteur, l'emprise au sol qui doit être d'au moins 1,50 m. Idéalement, c'est d'avoir des emprises au sol de 2 mètres. C'est vrai que dans nos paysages, les observations qu'on avait, c'était plutôt la moyenne était autour d'1 mètre, mais on avait beaucoup de haies qui étaient réduits à 60 ou 50 cm, donc qui ne permettait pas d'avoir un habitat interne, on va dire, très marqué. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi une densité de brins au mètre carré. Et c'est vrai qu'on a aussi sur nos haies arbustives, du fait des conditions pédoclimatiques aussi, des haies qui étaient un peu dégarnies, mais aussi le fait des pratiques qui étaient des fois qui sont un petit peu excessives par rapport aux haies, donc pas favorables du tout à celle à maintien. Et la conservation des bandes herbeuses
Et donc là, c'est des constats qu'on a pu faire. C'est vrai que les bandes herbeuses de moins de 2 mètres ne permettent pas significativement, en tout cas, voire pas du tout, de maintenir notamment les carabes qui sont des indicateurs intéressants de la biodiversité. Donc plutôt aller vers des bandes d'au moins 2 mètres 50, 3 mètres. C'est vrai qu'en grande culture, c'est un sujet assez délicat. Par contre, complété par des bandes, des zones tampons, ça pouvait être lié aux obligations des infrastructures agroécologiques. Ce sont des éléments, des propositions qu'on a pu mener. Ce qui est important également, c'est la diversité des espèces, donc la présence des lianes, notamment la question du lierre, hein, qui est souvent considérée comme nuisible, des feux favorables à la haie ou envahissante, voire dangereuse pour les arbres. Donc c'est aussi tout un travail pédagogique là, par rapport à ça. L'importance aussi de développer des travaux, des pratiques civicoles, et donc réduire la, la taille à l'épareuse ou lamier, mais plutôt favoriser l'intervention sur la tronçonneuse. Et là, on a plusieurs exploitants qui ont pris conscience et qui ont commencé à pratiquer du tronçonnage, en lien aussi avec des objectifs de valorisation du bois, notamment le bois de feu. Euh, et l'importance des tailles, donc ça c'est aussi lié à la règlement de la politique agricole, hein. On n'a pas de période de printemps qui sont favorables, mais c'est aussi important, des interventions tardives aussi sur les ourlets. Et là on avait un exploitant qui je dirais, a modifié ses pratiques et a fait maintenant de la fauche tardive à l'automne sur les ourlets herbeux, donc au mois d'octobre, novembre, tant que les sols sont encore praticables. Et donc, ce sont des éléments importants dont on fait prendre conscience. Euh, bon, souvent, les agriculteurs qu'on a pu, donc qui ressortent un petit peu comme les points de faiblesse, la difficulté, hein, c'est le manque de moyens pour accompagner l'entretien. Alors, ce qui était intéressant dans le groupe d'agriculteurs qu'on a, ce sont des agriculteurs qui sont en CUMA. Et donc, la réflexion, c'est aussi de s'équiper de matériel un peu plus performant qui permet des interventions plus espacées dans le temps, donc des interventions tous les 3 ou 4 ans, voire une évolution des pratiques de gestion avec la valorisation sous forme de bois énergie, et notamment qui permettrait de refavoriser les pratiques de recépage des haies plutôt que des simples interventions de contention latérale des haies qui ne sont pas favorables aux effets de lisière des forestières de Noé. Et surtout l'abandon des tailles sommitales, parce qu'on a beaucoup de haies qui sont régulièrement tous les 7 ou 8 ans taillées en hauteur, à peu près 1,50 m, 2 mètres, qui font des CP de haute, mais finalement qui détruisent beaucoup, qui impactent beaucoup notamment les aspects pollinisation, puisque ça gêne la floraison. Et c'est aussi tendance à dégrader, à aérer le pied de la haie, et donc repartir sur des tailles qui sont peut-être plus manuelles, mais avec une valorisation avec le fort enjeu d'abandonner les tailles au carré ou les tailles latérales qui génèrent des haies trop étroites. Alors, on a ce travail à l'échelle de l'exploitation, on a développé pour essayer d'avoir une action, réflexion paysagère. On a travaillé notamment sur les liens entre les auxiliaires et les ravageurs. Ça, on a fait un atelier de groupe et on a aussi valorisé les résultats des dispositifs d'observation de la biodiversité sur les services de régulation et donc prendre conscience des agriculteurs et discuter avec eux sur quelles modalités d'évolution de pratiques ils peuvent avoir. Ce qu'on peut souligner, en tous les cas, que ressort ces différents travaux et qu'on met en avant, c'est que dans les paysages relativement homogènes, peu complexes, ce qui est important, c'est d'augmenter la part des IAE dans le paysage. Déjà, c'est un levier important de la biodiversité. Ça favorise la reconnexion, hein, des IAE. Plus on aura d'IAE, plus elles pourront être reconnectées. Et ça, c'est aussi dans les paysages complexes, c'est un point important, notamment entre les secteurs de réservoirs de biodiversité et les secteurs pauvres en éléments, de biodiversité, comme les cœurs de parcelles. Donc, euh, et dans les secteurs, ces secteurs où il y a beaucoup d'infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire on a quand même une ou deux exploitations qui avaient à la fois beaucoup de prairies naturelles et aussi des haies, c'était aussi de travailler, eux, de manière plus forte, d'aller plus loin sur la gestion des infrastructures agroécologiques selon les recommandations dont j'ai pu aborder, et faire prendre conscience que c'est pas forcément, je dirais maintenant des nouvelles implantations qu'ils auront une amélioration, mais c'est vraiment
en modifiant leurs pratiques. Alors les pratiques, il faut toujours les améliorer, hein, même dans les haies qui sont relativement discontinues, dans les paysages de semi-bocage, mais l'effet levier sur les auxiliaires de culture notamment, et sur la biodiversité en général sera moindre que sur les paysages où il y a beaucoup de connexions avec les réservoirs de biodiversité. Et aussi, ce qui est un point important c'est le lien avec les pratiques agricoles. C'est aussi prendre conscience de l'importance de limiter les intrants, notamment à proximité des infrastructures agroécologiques, mais aussi globalement dans la parcelle si on veut avoir des effets d'auxiliaire, puisque le moindre intervention produit phytosanitaire, ça éradique la plupart des ravageurs, bien sûr, mais aussi des auxiliaires potentiellement qui pourraient être présents. Donc aussi travailler sur de l'observation des auxiliaires pour mieux, je dirais, intervenir à bon escient, de façon à n'intervenir que cas de pullulation marquée sur certaines cultures, mais aussi réfléchir aux rotations, aux assolements. Le diagnostic d'exploitation qu'on a pu faire, c'est aussi travailler sur l'allongement des rotations et la diversité des assolements, qui sont aussi des points importants. Ça a pu être montré dans plusieurs travaux, hein, des travaux récents qui montrent que sur l'effet de la diversité des cultures, c'est le petit graphe de droite, est d'autant plus importante, donc une augmentation de la biodiversité ici que vous avez sur les couleurs plus chaudes. La biodiversité augmente d'autant plus que on a des diversités de cultures ici qui augmentent, mais ce qui est important, c'est que c'est aussi cet effet diversité de culture d'autant plus intéressant qu'on a beaucoup déjà d'IAE. Donc, plus on aura d'IAE et d'infrastructures agroécologiques, et plus l'effet d'avoir une diversité de cultures sera intéressant et sera bénéfique en termes de biodiversité. Alors, ce qui était intéressant sur notre territoire, c'est qu'on avait déjà des habitats très différents en termes de culture, puisqu'on a des cultures permanentes, mais donc avec des vergers enherbés ou des vignes, notamment donc de raisins de table enherbés. Et donc, c'était aussi des éléments de diversification de culture intéressants, donc présents, et qui étaient de sources d'opportunités pour travailler sur une augmentation des infrastructures agroécologiques. Globalement, sur les exploitations qu'on a sur notre territoire, sur ce territoire-là, on était autour de 5 à 6% d'infrastructures agroécologiques, donc ce qui est quand même encore juste, hein, limité, mais c'est surtout la diversité des habitats qui était un peu le maillon faible, puisqu'on avait beaucoup de diversité qui était liée à des lisières boisées, liées au fait qu'on a beaucoup de boisement. Mais par contre, on avait insuffisamment de haies et aussi de bancs herbeuses. Donc, c'est un travail sur cette complexification du paysage. Ce qu'on montre aussi, ces travaux, c'est que la taille de la parcelle est un effet positif de le fait de réduire la taille des parcelles dès que la surface des IAE atteint ou dépasse les 8%. Donc là aussi, travaille sur le morcellement avec soit l'implantation de haies, soit de bandes fleuries ou bandes enherbées au milieu des parcelles, de façon à pouvoir, je dirais, gagner en biodiversité. Et donc là, ce sont des effets qui augmentent vraiment sensibles dès que on a des surfaces de moins de 4 hectares, on a des effets intéressants en termes de biodiversité. Donc, ce qui est important, c'est cette complémentarité entre mosaïque paysagère, les surfaces en éléments semi-naturels et les pratiques agricoles et division de l'espace. Alors, on a pu le traduire ou réfléchir sur des mises en œuvre d'exploitation. Donc ici sur une exploitation qui est concernée avec de nombreuses parcelles assez grandes, éloignées des zones de refuge de biodiversité, ou avec des discontinus que vous voyez ici en bleu. Les préconisations, c'était de travailler d'une part sur les reconnexions des haies existantes et des cœurs de parcelles avec l'implantation d'éléments agroécologiques, que ce soit les bandes enherbées ou des haies. Comme ici, vous voyez par exemple une haie, cette haie-là qui est discontinue, donc qui est connectée uniquement par un fossé, donc elle est juste, je dirais, en point terminal, donc elle est une impasse de ce côté-ci. Donc la préconisation, c'était le long de fossés, ici, de continuer et de routes de ce côté, de continuer à diviser les parcelles, et aussi travailler sur les modes de gestion plus favorables dans les secteurs plus arborés,
ou de prairies, travailler sur des modes de gestion plus extensifs, des fauches plus tardives, ou des pratiques agricoles avec moins de traitements phytosanitaires sur ces parcelles-là, et multiplier aussi c'était des parcelles cibles pour faire des couvertures intégrales, donc avec des cultures sous couvert, donc qui permet d'avoir une flore permanente tout au long de l'année. Donc c'était des secteurs d'expérimentation privilégiés dans ces secteurs ici proches des réservoirs de biodiversité, de façon à maximiser, optimiser la proximité de ces habitats et favoriser la circulation à la fois d'une flore forestière, mais aussi des insectes associés. Alors, on essaye de valoriser l'ensemble de ces travaux, notamment dans des outils, hein, notamment Solagro, on a développé cet outil RBA, donc on essaie de mettre en valeur toutes ces transitions, ces outils de la transition agroécologique, avec des objectifs de promouvoir et de faire connaître la lutte biologique par la conservation des habitats, dont la haie est un des maillons importants en termes d'habitat, de semi-naturel, de favoriser le partage et la mutualisation de l'information, et de faire des supports de discussion entre agriculteurs et les conseillers, de façon à ce qu'ils s'emparent de ces aspects de l'évolution de pratiques agroécologiques. Alors, juste pour mettre en valeur des mécanismes naturels, donc le lien entre les pratiques, toujours rappeler que les pratiques agricoles sont au cœur des éléments de régulation, puisqu'en fait, de présence de la biodiversité, puisqu'elles impactent à la fois les ennemis naturels des cultures, mais aussi, je dirais, les auxiliaires qui sont associés, et également de rappeler que les phénomènes d'auxiliaires qui sont liés aux infrastructures agroécologiques. Donc, les deux leviers sont réduits, enfin, essayer d'empêcher ou de limiter les pullulations de ravageurs par des habitats dont l'implantation filtre, atténue la présence de ces ravageurs, et aussi ces mêmes habitats qui sont source de colonisation de nos paysages agraires. Par exemple, sur des préconisations, avec l'objectif, c'est pour l'agriculteur de mettre en évidence pour une culture, parce que souvent il est intéressé par la culture introduite ou cultivée, voire la rotation. On peut aussi travailler à l'échelle de la rotation sur le site RBA. On regarde du point de vue de la culture, l'agriculteur peut identifier les ravageurs principaux, il peut aussi les modifier, en choisir d'autres. Donc automatiquement, il est des ravageurs principaux, et il est proposé il est souligné les auxiliaires, donc les prédateurs de ces ravageurs ou les parasitoïdes de ces ravageurs qui interviennent, et les plantes, que ce soit herbacées ou ligneuses, qui sont présentes et qui favoriseraient ces auxiliaires, et les habitats dans lesquels on peut trouver ces plantes ou implanter ces strates herbacées et ligneuses. Donc ça, c'est le cas du tournesol, et on a pour d'autres espèces, hein, notamment sur le blé, où on voit notamment le blé tendre d'hiver, hein, qui est le blé dur d'hiver aussi, qui est concerné, et où on voit des plantes, donc des haies, notamment le charme, l'érable commun, le lierre, qui sont aussi des importants plantes hôtes de nos auxiliaires de culture. Et aussi dans les strates basses, on a les achillées, les bleuets, les orties, qui favorisent l'ensemble de ces auxiliaires, donc de ces prédateurs de ravageurs de culture. Voilà, je vous remercie de votre attention.